Bonjour, merci d'assister de nouveau à ce webinaire Curium PET France. Nous souhaitons apporter un éclairage sur la neuro-oncologie. C'est un domaine qui a vu ces dernières années beaucoup d'innovations, tant sur la partie médicaments, notamment avec l'immunothérapie, et aussi au niveau notamment de l'apport au niveau de la chirurgie, de la radiothérapie, porté par des startups. À n'en pas douter, les radiotraceurs vont jouer un élément fondamental, notamment dans le diagnostic, dans le traitement, notamment pour apporter encore plus de précision et pour évaluer aussi l'impact de ces traitements. Donc, on est persuadé chez Curium, PET France, que dans les prochaines années, c'est un domaine qui va prendre de plus en plus d'importance. Et j'ai le plaisir que le professeur Pierre Pailloux de Toulouse ait accepté d'orchestrer ce webinaire. Je le remercie vivement et je lui laisse la parole. Merci beaucoup, M. Bettencourt. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Vous avez répondu nombreux à cette invitation de Curium et je remercie Curium de nous donner la parole pour un petit peu aborder l'actualité en neuro-oncologie, en médecine nucléaire. Pour ceux qui ont eu la chance d'être aux Journées francophones de médecine nucléaire cette année, lors de la session neurologie, vous avez vu l'importance que prend cette thématique dans notre spécialité et tout particulièrement avec les nouveaux critères diagnostiques. Donc, historiquement, ce sont des tumeurs rares, vous le savez, qui ont une longue histoire et d'il y a jusqu'à une quinzaine d'années, l'IRM était centrale dans la prise en charge de ces tumeurs et avec quand même quelques bémols. La distinction entre haut grade, bas grade, avec une accuracy qui était de l'ordre de 40%, avec un grading et des limitations qui étaient un petit peu en deçà de ce qui était attendu. Et donc, on s'est tourné vers la médecine nucléaire et tout d'abord la TEP-FDG. La TEP-FDG, problème, c'est que le cerveau consomme du glucose et donc le rapport signal-sur-bruit n'est pas très performant. Il a fallu aller ailleurs. Et ailleurs, ça a été très rapidement, alors je prends les critères RANO de 2016, les acides aminés, one-off des acides aminés, et en chef de file, la fluorodopa, qui est une AMM qui remonte aux années 2010, et puis plus récemment, la fluoroéthyltyrosine, qui, depuis 2016, a eu un avis de la commission de transparence qui nous permet de l'utiliser. Alors, pour regarder un petit peu l'actualité de ces deux traceurs, on a proposé au professeur Lejeune et au docteur Marie Meyer d'aborder leur expérience. Et donc, pour refaire la MM historique, je vais donc proposer à Florence Lejeune d'aborder son expérience de la fluorodopa. C'est une thématique qu'elle connaît bien. Vous le savez, elle est médecin nucléaire PUPH au Centre Eugène Marquis de Rennes. Et depuis quelques années, donc, elle s'intéresse à ce traceur et plus particulièrement la fluorodopa. Florence, tu as la parole. Merci Pierre pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc merci de m'avoir invité donc à vous parler effectivement des indications de la TEP-FDG en neuro-oncologie. Donc le sommaire de cette présentation, je vais redire quelques mots sur le traceur. Ensuite, on verra les indications dans les tumeurs primitives, les gliomes. Ensuite, dans les métastases, un petit mot de perspective et puis une petite conclusion. Donc, on ne peut pas faire un topo sur les acides aminés sans parler quand même du traceur référence, qui est la méthionine, marquée au carbone 11, qui a permis de faire toutes les études qui ont donné et validé les indications de ces examens en neuro-oncologie. Et puis, donc, comme l'a dit Pierre, comme la méthionine est marquée au carbone 11, 20 minutes de vie, il fallait développer des traceurs fluorés. Et donc, d'autres acides aminés, la dopa et la fluoroéthyltyrosine, ont été développés dans cette indication. Bien sûr, des études ont été publiées pour montrer l'équivalence entre la FET et la dopa par rapport à la méthionine. Donc, en fait, toutes les indications qui avaient été développées avec la méthionine ont été validées pour ces traceurs fluorés. Donc, moi, je vais faire un petit focus sur la dopa. Donc, ça se comporte comme un acide aminé. Donc, le transport au niveau de la barrière hémato-encéphalique, ça franchit la barrière hémato-encéphalique normale et ça subit le transporteur d'acide aminé, le système LAT1, au niveau de la barrière hémato-encéphalique normale. Quand il y a une tumeur, il y a une surexpression de ces transporteurs LAT1 et donc il y a une augmentation du transport de la dopa en rapport avec l'augmentation de l'activité cellulaire. Quand elle est au niveau périphérique, la dopa subit l'action de la catéchol-méthyltransférase ici pour être transformée en méthyldopa. Ça peut être limité par la carbidopa avant l'injection si nécessaire, mais pas en neuro-onco. Et puis, après, au niveau cérébral, on a soit une fixation s'il y a une tumeur, au niveau des tumeurs due à la surexpression de ce transporteur d'acide aminé, soit la dopa passe au niveau striatal, mais ce n'est pas notre topo d'aujourd'hui. Si on regarde les analyses dynamiques,
de fixation de la DOPA. Donc, vous voyez, si on regarde au niveau du striatum, ça monte doucement et puis ça atteint un plateau vers 70-90 minutes. C'est pour ça qu'on attend tardivement si on fait des images striatales. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, pour les images tumorales, on voit que le pic est beaucoup plus précoce, entre 10 et 20 minutes après l'injection. Donc, quel est le protocole qu'on peut utiliser? On ne va pas faire de prémédication pour les indications en neuro-oncologie. On va injecter une activité d'environ 2-3 mégabecquerels par kilo. Et puis, l'acquisition cérébrale va pouvoir être réalisée de plusieurs façons, soit simplement en mode statique, de 10 minutes, environ, comme on a vu, 20 minutes après l'injection, soit un autre protocole qui est proposé par Antoine Verger à Nancy, qui aussi, lui, travaille beaucoup en neuro-oncologie et qui propose d'homogénéiser les protocoles d'acquisition sur le plan national, de telle façon à avoir une banque de données si on veut travailler sur des études multicentriques. Comme l'a dit Pierre tout à l'heure, c'est des tumeurs qui sont assez rares finalement. Et si on travaille chacun de notre côté, c'est vrai qu'on a du mal à avoir des cohortes où on puisse ensuite faire des études. Donc en fait, il propose ce protocole donc en mode dynamique de 0 à 30 minutes après l'injection. On peut ensuite faire une image statique entre 10 et 30 minutes. Et puis on peut aussi obtenir les courbes dynamiques entre 0 et 30 minutes. On va voir juste après à quoi ça peut servir. En neuro-oncologie, tout le temps, il faut faire une fusion avec l'IRM. Pierre en a parlé de l'IRM. C'est vrai que c'était l'image de référence. Ça reste l'image de référence en neuro-oncologie. Mais on va voir qu'avec les différents traceurs, soit la DOPA ou la FET après avec Marie, on va apporter des informations complémentaires qui sont nécessaires pour la prise en charge, mais qui du coup nécessitent cette fusion des images avec l'IRM. Et ça, c'est pas compliqué. Tous les logiciels, on a tous des logiciels qui permettent cette fusion des images TEP et IRM, TEP cérébral et IRM. Pourquoi est-ce qu'on peut faire des dynamiques? C'est aussi Antoine Verger qui a montré. Ça avait été montré, je pense que Marie en parlera avec la FET. Et en fait, les tumeurs de bas grade ou de haut grade se comportent différemment sur le plan dynamique. Et donc, si on regarde le schéma ici, vous voyez que si on a une analyse dynamique qui est plutôt en plateau, ce sera plutôt en faveur d'un grade 2. Et si on a une diminution à partir de 300 secondes, on sera plutôt en faveur d'un haut grade. Il n'y a pas d'explication vraiment réelle. Les explications que l'on donne, c'est parce que quand il y a un haut grade, il y a un wash-out, et donc il y a une disparition plus rapide du traceur que dans les bas grades. En tout cas, cette analyse dynamique peut permettre de différencier les bas grades des hauts grades. C'est une information en plus, en tout cas. Pour l'interprétation de la DOPA, l'interprétation visuelle peut être suffisante. On se sert de la référence interne qui est la fixation striatale, et ça, c'est bien expliqué par le professeur Darcourt aussi, qui travaille beaucoup sur ce traceur et sur cette indication. Et donc, en fait, on voit qu'on met un maximum dans le striatum, sur les images qui passent par le striatum, on met le maximum dans le striatum et on regarde la fixation au niveau de la tumeur. Si, soit il n'y a pas du tout de fixation, comme ici sur l'image tout en haut, soit il y a une fixation mais qui reste inférieure au striatum, à ce moment-là, l'examen sera classé négatif. Et puis, soit morale fixe, soit de façon grosso modo égale, soit très supérieure au striatum, et à ce moment-là, l'examen sera considéré comme positif. Bien sûr, donc en médecine nucléaire, on fait aussi de la quantification. Alors la quantification absolue avec le SUV max est peu utilisée, mais il y a eu beaucoup d'études, vous pouvez le voir ici dans ce tableau, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur différents types de quantification, soit tumeur sur striatum, soit tumeur sur contralatéral normal, soit tumeur sur substance blanche normale. Et en fait, on voit que si on regarde les performances de ces quantifications relatives, elles sont globalement comparables, donc quelle que soit la zone qu'on utilise comme référence. Donc, quelles sont les indications de cette TEP-DOPA dans les tumeurs gliales? Donc, ce sont des tumeurs cérébrales primitives, qui sont assez rares, mais qui sont très, très létales. Et donc, finalement, le traitement, la prise en charge thérapeutique a très peu changé depuis presque 30 ans. Et voilà. Donc, du coup, peut-être que maintenant, avec l'arrivée de ces traceurs et de cette complémentarité avec l'IRM, on va pouvoir avancer et modifier un petit peu les prises en charge, en tout cas, de ces tumeurs. Alors, ça va nous servir d'abord au moment du diagnostic initial pour la caractérisation des lésions cérébrales.
Ça va aussi peut-être rentrer dans la planification de traitement, que ce soit la chirurgie ou la radiothérapie. Et puis, l'indication qui reste quand même phare pour l'instant, parce que c'est des questions qui se posent à chaque fois dans les RCP de neuro-onco, c'est le diagnostic différentiel entre la récidive tumorale et la radionécrose. Donc, pour caractériser les lésions suspectes, on va pouvoir utiliser cette TEP à la DOPA. Donc, c'est en particulier le plus intéressant, c'est quand on a une lésion cérébrale qui ne prend pas le gadolinium à l'IRM, et du coup, les radiologues sont embêtés pour pouvoir avoir une idée du grade. Et du coup, on voit que la TEP DOPA va pouvoir nous aider à discriminer les hauts grades des bas grades. Il y a beaucoup d'études qui sont faites et qui montrent qu'il y a bien une corrélation entre les indices de fixation en TEP et l'agressivité tumorale. Et si on regarde sur ce schéma, on voit qu'effectivement, avec un seuil qui est entre 1,7 et 2,2, si on est au-dessus de ce seuil, tous les tumeurs sont plutôt de haut grade. Donc, plus la fixation est importante, plus le risque de tumeur de haut grade est important. Ce qu'on remarque aussi, et ce qui va être important, et ce qui est important avec les acides aminés, c'est que ça se fixe sur toutes les tumeurs, et même les tumeurs de bas grade vont aussi fixer la DOPA, parce qu'au niveau de ces tumeurs, il y a une surexpression du transporteur des LAT1. Ce qui, comme l'a dit Pierre, n'est pas pareil avec le FDG, qui sera moins bon dans les tumeurs de bas grade, puisqu'il fixera de façon moins importante. C'est corrélé, du coup, ces résultats sont corrélés avec le pronostic, et donc il a aussi été montré que la fixation initiale de la DOPA était pronostic de la survie globale, ce qui va bien avec ce qu'on vient de voir. Plus la fixation est importante et l'indice de fixation est élevé, plus le risque de haut grade est élevé, donc plus le pronostic, et moins le pronostic est bon finalement. Donc voilà une image, par exemple, chez une femme de 60 ans qui a fait une crise d'épilepsie. Et donc forcément, la première indication, c'est de faire une IRM. Et donc, quand on fait une IRM, on voit une lésion ici en hyposignal qui ne prend pas du tout le contraste. Donc, c'est évocatrice d'une lésion cérébrale, mais on peut pas en dire plus. Il y a une petite déviation ici, vous voyez, au niveau médiane. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et puis, du coup, on a fait une TEP DOPA. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, on a une fixation qui est assez importante, qui ne prend pas l'ensemble de l'hyposignal en IRM, donc on ne voit pas exactement ce que voit l'IRM, on est plutôt complémentaire, mais on voit ici qu'il y a des lésions certaines, il y a forcément des zones d'hyperactivité cellulaire, où on a une surexpression du transporteur acide aminé. Ici aussi, on voit même une lésion plutôt contralatérale, qui n'était pas hyper visible sur l'IRM. Donc on a donc cette fixation assez intense, et puis finalement, la biopsie aura montré un gliome, donc une atteinte de haut grade. À quoi va servir aussi, comme je disais, la DOPA, la TEP DOPA, ça va permettre aussi de planifier les traitements, soit l'exérèse chirurgicale, et on a vu qu'il fallait inclure dans le planning de la chirurgie tous les hotspots en DOPA pour améliorer la survie. Ça va permettre aussi d'aider le chirurgien d'une biopsie. Je vais vous montrer une image assez typique. Et puis, ça va aussi rentrer dans les plannings de radiothérapie. Parce que finalement, la TEP DOPA va avoir un impact sur la délinéation du volume tumoral. Et donc, vous voyez ici, sur cet article qui a été réalisé à Rennes par le docteur Gérard, il l'a fait sur 16 patients. Et puis, finalement, il a montré qu'en DOPA et en IRM, que ce soit en prise de contraste ou en perfusion, on voyait des fois la même chose. Quand, par exemple, ici, sur le cas, on voit effectivement cette hyperfixation en DOPA qui est corrélée avec les anomalies perfusionnelles et la prise de contraste. Donc, finalement, là, on montre la même chose. Donc, on n'est pas, voilà, ça apporte pas plus. Ça apporte pas plus. En plus, il y a une nécrose. On n'a pas de fixation en DOPA et puis on n'a pas d'anomalie ni en perfusion ni prise de contraste. Mais par contre, sur 30% de sa population, on voyait des choses différentes en DOPA et en IRM, que ce soit en perfusion ou en prise de contraste. Donc, on a une information complémentaire qui permet donc de modifier le volume tumoral. Et donc, ça peut être inclus, comme je vous disais, dans le planning d'exérèse ou dans le planning de radiothérapie. Alors, le fait de faire des boosts, par exemple, sur les hotspots en radiothérapie, ça a déjà commencé
à être fait. Et puis là, un article vient d'être publié, un petit article montrant qu'il y avait un bénéfice en survie si on faisait cette radiothérapie, ce boost sur les hotspots. Donc, je voulais aussi vous montrer cette image pour le guidage des biopsies, c'est aussi important. Vous voyez ici, sur cette IRM, où on n'a pas de prise de contraste, on a un hyposignal sans prise de contraste. Et puis, quand on fusionne avec la DOPA, on voit qu'on a un hotspot aussi. Et puis, si finalement on fait une biopsie dans le hotspot, on a plutôt un haut grade, un grade 3, alors que si la biopsie est réalisée plus au niveau inférieur-postérieur, on a un grade 2. Donc, il faut savoir que dans une tumeur cérébrale qui peut être hétérogène, il y a souvent un mélange de grade 2 et grade 3. C'est finalement le plus haut grade qui gagne. Donc, cette tumeur est un mélange de grade 2 et grade 3, soit classé grade 3. Et donc, le patient sera traité et pris en charge comme un haut grade. Donc, c'est important, effectivement, de faire la biopsie au niveau de là où, pour nous, il y a une activité cellulaire la plus importante. Comme je vous disais, une des indications les plus importantes, les questions majeures dans les RCP, c'est la détection de la récidive. Parce que, comme l'a dit Pierre aussi tout à l'heure, l'IRM est parfois prise en défaut pour cette détection de la récurrence. Après un traitement par chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, il y a des phénomènes non spécifiques au niveau du cerveau, rupture de la barrière, ischémie, œdème, qui rendent finalement l'IRM pas toujours interprétable, et elle aura soit un aspect de normalisation, soit un aspect de pseudo-progression, soit un aspect de radionécrose. Et donc pour tout ça, il va falloir aider et faire une imagerie complémentaire à cette IRM pour pouvoir avancer dans les diagnostics. La pseudo-progression, c'est quelque chose de très fréquent, c'est précoce, c'est environ 2 mois après le traitement. Et puis la radionécrose, c'est entre 5 et 25% des cas, donc ce qui n'est pas rare, qui survient entre 3 et 12 mois après le traitement. Mais sur l'IRM, on peut voir toutes les anomalies, soit une normalisation, soit une pseudo-progression, donc on a un aspect finalement d'IRM faussement positive, et puis soit des aspects de radionécrose qui sont aussi assez hétérogènes, avec souvent un œdème, une rupture de la barrière, une prise de contraste hétérogène. Le groupe européen de médecine nucléaire, qui a travaillé en neuro-oncologie, a bien montré que les traceurs des acides aminés, donc que ce soit la méthionine, la FET ou la DOPA, sont très utiles pour le diagnostic différentiel entre cette vraie progression tumorale et l'effet des traitements avec des sensibilités, des spécificités élevées, même plus élevées que comparées à l'IRM conventionnelle si elle est toute seule. Et on augmente encore cette sensibilité, cette spécificité si on fait la fusion des images. Ici, si vous regardez sur cette image, on a effectivement sur l'IRM une prise de contraste un petit peu périlésionnelle, il y a une cavité opératoire, il y a un petit peu d'œdème, il n'y a pas vraiment de déviation médiane. Mais voilà, il n'y a pas de conclusion définitive. Et donc, avec l'aide de la TEP aux acides aminés, donc à la DOPA ici, et on voit qu'on a cette hyperfixation correspondant à l'hyperactivité cellulaire de la DOPA. Et du coup, en fusion d'images, on peut conclure à un aspect plutôt de récidive de haut grade. Un autre exemple, pour une autre image, c'est une patiente de 48 ans qui avait été traitée pour un oligodendrogliome anaplasique, donc ça c'est un grade 3, bifrontocalleux, avec une exérèse en novembre 2018, qui a été le traitement classique, ensuite radiothérapie et 6 cycles de chimiothérapie. Et puis c'est pareil, sur l'IRM, on a des anomalies donc au niveau de cet oligodendrogliome. Et puis quand on fait la DOPA, on voit qu'on n'a pas de fixation vraiment très intense. Et puis finalement, sur le suivi à 18 mois, on va conclure à plutôt une radionécrose. Donc je vous ai montré dans la diapo initiale précédente un aspect plutôt de récidive tumorale, et ici plutôt un aspect de radionécrose. L'indication la plus importante pour nous avec la TEP à la FDOPA, ça va être le diagnostic récidive versus radionécrose. Vous savez que pour rechercher des métastases initiales, il faut faire l'IRM, qui est l'examen de référence. Donc, bien sûr, les tumeurs les plus fréquentes, c'est le poumon, ensuite le sein, le mélanome, le rein et le digestif. Donc, je vous ai dit que la radionécrose allait jusqu'à
jusqu'à 25% des cas, c'est entre 5 et 25% des cas dans les gliomes, mais c'est beaucoup plus important, l'incidence est beaucoup plus importante dans les métastases, avec jusqu'à 50% d'incidence de la radionécrose. L'IRM reste toujours, bien sûr, le gold standard, mais comme pour les gliomes, on a aussi les problèmes qui sont liés au traitement antérieur, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, et puis toujours ces aspects de pseudo-progression. La thérapie aux acides aminés est un standard européen, mais on n'a pas l'AMM en France pour l'utiliser dans cette indication. Les différentes études qui portent donc sur les métastases montrent une sensibilité qui est assez élevée, entre 74 et 90%, une spécificité également correcte, 75 à 100%. Souvent avec le score visuel qui suffit, la fixation, comme je vous ai montré tout à l'heure, supérieure au striatum. Et vous voyez ici différents exemples, avec soit ici des aspects plutôt de récidive, avec ces fixations assez intenses au niveau des lésions visibles sur l'IRM, mais comme on l'a dit aussi tout à l'heure, on ne voit pas forcément la même chose, c'est des informations qui sont complémentaires, et puis avec des aspects de nécrose, ici sur la D, où on a cette anomalie en IRM qui est suspecte et qui ne fixe pas, donc pas en faveur d'une récidive de la métastase. Donc, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on peut envisager aussi comme perspective? On voit bien qu'avec toutes ces images, on a des images statiques, on a des images dynamiques, on peut aussi faire des analyses de texture et donc avoir ce qu'on appelle de la radiomique. Et cette radiomique pourra nous permettre d'avancer dans le diagnostic, d'être encore plus précis et d'avoir des images qu'on appelle finalement des images prédictives. On pourra prédire la présence des mutations sur les fixations de la DOPA, on pourra prédire le pronostic, éventuellement aussi l'efficacité des traitements. Donc vraiment des perspectives de post-traitement des images qui sont intéressantes. Donc finalement, pour faire une synthèse, l'indication quand même la plus importante, c'est bien la récurrence, que ce soit pour les gliomes et les métastases, c'est la récidive entre récidive tumorale et radionécrose, qui est très importante, parce que bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais bien sûr, le traitement et la prise en charge n'est pas la même. La radionécrose, on peut essayer les corticoïdes. La récurrence tumorale, il faudra soit réopérer, soit faire une radiothérapie s'il n'avait pas eu lieu. Donc, ce n'est pas du tout la même prise en charge. La caractérisation au diagnostic initial, c'est surtout intéressant si l'IRM est prise en défaut. Et comme l'a dit Pierre au début, lors de son introduction, ce n'est pas si rare que ça. Et on a... dans 30% des cas, l'IRM est prise à défaut. Donc, surtout si les lésions ne prennent pas le contraste à l'IRM. Et donc là, on va pouvoir effectivement être intéressant parce que notre traceur DOPA a cette caractéristique de se fixer même sur les tumeurs de bas grade. Donc, c'est ça qui est intéressant et qui la diffère du FDG en particulier. Je voulais être intéressant s'il y a biopsie parce que de toute façon, il faut pour les tumeurs cérébrales avoir une analyse ANAPAT, c'est très important aussi pour la prise en charge. Donc, s'il n'y a pas d'exérèse chirurgicale de prévu possible, parce que la tumeur est mal placée, il faudra orienter la biopsie et essayer de l'orienter au niveau du hotspot. Et donc, pour une aide à la neurochirurgie, bien sûr, et puis certainement, ça va certainement se développer ce contourage de radiothérapie et d'inclure le hotspot de la DOPA dans le planning de radiothérapie pour améliorer la survie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Florence pour cette explication, cette présentation extrêmement pédagogique et d'actualité. Juste, je vous rappelle, pour ce webinaire, donc vous avez à votre disposition un chat où vous pouvez mettre vos questions qui vous semblent importantes. On y répondra. Donc n'hésitez pas, il y a déjà quelques questions qui arrivent. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait les deux présentations, puis on reviendra en fait à la discussion. Par ailleurs, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et que vous aurez à votre disposition le replay avec la Société Curium. Donc, je passe maintenant la parole à Marie Meyer. Alors, Marie Meyer, qui est donc MCUPH au CHU de Bordeaux et qui a eu la chance de séjourner sur le bord de lac du Genève à Lausanne. Pourquoi la chance? Parce qu'à Lausanne, ils ont la chance d'avoir en routine l'utilisation d'acides aminés, donc plus particulièrement la fluoréthyltyrosine. Elle nous faire part de ses réflexions et de son expérience. Donc, Marie, c'est à vous. Oui, merci professeur Paillou pour la présentation. Je remercie également les laboratoires Curium de me permettre de partager, en tout cas de présenter l'intérêt de la FET en neuro-oncologie. Donc, je vais présenter mon écran. Donc,
À mon tour maintenant de vous parler de la 18 FET en neuro-oncologie. Donc une première diapositive sur laquelle je vais rapidement passer car le professeur Lejeune en a déjà parlé. Donc la FET est un traceur des acides aminés. Donc c'est un analogue de la méthionine qui a l'avantage d'être marqué au fluor 18. Et qui a le très grand intérêt ou le très grand avantage par rapport au 18-FDG d'avoir une faible accumulation dans le parenchyme cérébral normal, ce qui fait que l'on a un excellent contraste entre les lésions tumorales et le parenchyme cérébral normal comparativement au FDG, et ce qui en fait donc tout son intérêt en neuro-oncologie. Pour ce qui est le protocole d'acquisition et les paramètres d'intérêt que l'on va recueillir et qui vont nous permettre de faire l'interprétation de l'examen, l'acquisition standard est une acquisition dynamique qui a lieu directement après injection d'une dose standard de FET, une acquisition qui va durer entre 40 et 50 minutes en fonction des centres et qui va nous permettre premièrement d'extraire la courbe temps-activité et le Tmax ou le time to peak, donc qui est le délai au bout duquel on a un max de fixation au niveau de la tumeur. Et ensuite, on peut extraire donc le TBR, qui est le Tumor to Background Ratio, qui est extrait en fait sur les images sommées allant de la 20e à la 40e minute. Et on peut extraire donc soit le TBR max, soit le TBR min, selon que l'on divise le SUV max de la lésion ou le SUV min de la lésion par le SUV moyen du parenchyme cérébral contralatéral. Pour les indications de la FET en neuro-oncologie, donc elles sont issues de l'AMM obtenue en décembre 2015, qui regroupe essentiellement l'imagerie des tumeurs gliales primitives, et ce dont je vais parler essentiellement dans ce topo, donc et qui va donc de la caractérisation de lésions cérébrales qui seraient suspectes de tumeurs gliales, bien sûr le guidage de la biopsie, la différenciation entre tumeurs gliales de bas grade et de haut grade, l'aide à la planification de la radiothérapie et la différenciation entre récidive et radionécrose. Donc, je vais aborder rapidement chacun de ces points, mais on verra que maintenant, on peut aller bien au-delà et aborder de nouvelles indications de la TEP, notamment sur son caractère pronostique. Pour ce qui est de la caractérisation de la lésion, je vais vous parler de cette méta-analyse, donc parue en 2012, qui portait sur 5 études, 401 patients. Parmi ces 401 patients, on avait 84% de tumeurs gliales. Et vous voyez que sur ces études, on arrive à des sensibilités et des spécificités de 82 et 76%. Pour le diagnostic de lésions tumorales cérébrales, avec pour des TBR, des cut-offs qui ont été déterminés en fonction de si on veut différencier lésion tumorale versus lésion tumorale, et dans notre cas, tumeur gliale versus non-tumeur gliale, avec un TBR min cut-off à 1,7 ou un TBR max cut-off à 2,1. Concernant le guidage de la biopsie, donc cette étude qui montre tout l'intérêt de la TEP-FET, et ça c'est notamment dans le cadre des tumeurs cérébrales qui seraient IRM négatives, dans le sens IRM sans rehaussement après injection de gadolinium, comme montré ici. Donc souvent ce sont des lésions qui se présentent sous la forme d'un hypersignal T de flair, mais vous voyez que au sein de cette plage, il est difficile de sélectionner ou biopsier pour avoir le plus d'informations nécessaires pour le diagnostic adéquat et optimal de cette lésion, surtout que sur l'IRM après injection, il n'y a pas de rehaussement. Et vous voyez que dans cet exemple-là, la FET a tout son intérêt en montrant ce spot ici, et donc c'est bien ici qu'il faut aller biopsier pour avoir les informations nécessaires. Et donc vous voyez les résultats de la biopsie. Donc en 1, c'était une gliose avec un œdème sans contingent tumoral, donc qui correspondait ici à une lésion qui ne fixe pas en FET, alors que en 2, biopsié ici
en regard du foyer fixant en FET, c'est un astrocytome anaplasique, un grade 3, avec un ratio à 2,7. Donc, l'intérêt de la FET pour la différenciation entre tumeur et tissu péritumoral, notamment donc en cas d'IRM sans rehaussement après injection de chélate de gadolinium et des performance pour la détection du tissu tumoral pour l'IRM seul, donc une sensibilité excellente à 96%, mais une spécificité basse à 53%. Et le fait de rajouter l'information de la FET permet de grandement augmenter cette spécificité avec une spécificité qui passe à 94%. La différenciation entre bas grade et haut grade, bien sûr. Comment est-ce que l'on peut faire ça? Avec les deux paramètres extraits issus de l'acquisition de la TEP, en se basant sur le TBR. Plus le TBR va être élevé et plus c'est en faveur d'un gliome de haut grade. Donc là, vous voyez le cas d'un glioblastome. On a un TBR à 6,7, mais bien sûr, les courbes aussi peuvent aider, puisque dans le cadre des bas grades, classiquement, on a une courbe qui est avec une accumulation lentement progressive du traceur au cours du temps, alors que dans les cadres des gliomes de haut grade, on a un max qui est atteint plus précocement avec classiquement un washout. Mais ce que l'on peut déjà voir sur ces exemples, c'est qu'on peut avoir des lésions, par exemple, de haut grade. Ici, c'est un grade 3. Donc avec un TBR relativement bas à 2,3, mais qui est bien gradé avec l'acquisition dynamique, puisqu'ici on a un maximum avant la 20e minute. Et par contre, l'inverse aussi, c'est-à-dire ici, nous avons un grade 2 avec une fixation qui peut être relativement intense, un TBR à 3,3, mais une courbe dynamique qui, elle, est plutôt rassurante avec un max plus tardif. On voit déjà qu'il y a une certaine variabilité et peut-être que ces deux tumeurs de grade 2 ici n'auront peut-être pas le même pronostic, et ça, j'y reviendrai après. Pour la différenciation entre bas grade et haut grade, bien sûr, il y a des cut-offs qui sortent, qui sont assez variables. Là, je vous en ai mis un en exemple pour cette étude, un cut-off à 2,6. Donc, si en termes de TBR max, donc si vous avez un TBR supérieur à 2,6, c'est plus en faveur d'une tumeur de haut grade, mais vous voyez qu'il y a quand même un très grand overlap entre les grades 2, les grades 3 et les grades 4. Donc, le TBR max n'est peut-être pas la variable la plus appropriée pour la différenciation entre bas grade et haut grade. Et on voit que au contraire, la courbe temps-activité a des performances diagnostiques qui sont relativement intéressantes, avec ce bas grade qui a une accumulation progressive avec un max tardif, alors que les hauts grades ont un SUVmax, un maximum précoce, classiquement avant la 20e minute. Et vous voyez que la sensibilité et la spécificité pour la différenciation bas grade et haut grade dans cette étude pour l'acquisition, l'analyse dynamique sont comprises entre 90 et 100%. Alors que l'analyse du TBR est plutôt comprise entre 70 et 80% pour cette différenciation bas grade haut grade. Pour ce qui est de la planification du champ de radiothérapie, je vais vous présenter donc cette étude qui montre en fait que TEP et IRM montrent des informations qui sont complémentaires. Donc c'est une étude qui a comparé les volumes de planification qui soient pris soit par l'IRM, soit par la TEP-FET. Et l'IRM, les différentes séquences, flair, IRM avec injection de gadolinium, la perfusion. Ils ont comparé également les volumes d'overlap. Donc, ce qui a été montré, c'est que le volume en TEP-FET est significativement supérieur, ça croyez-moi, le petit p était inférieur à 0,05, que le volume
planifiés en IRM avec injection de gadolinium, mais qu'il n'y avait pas de différence, par exemple, avec le volume qui était déterminé sur la séquence de perfusion. Et que quand on regarde les overlaps, il y a des overlaps importants entre l'IRM après injection de chélate de gadolinium et les autres séquences d'IRM, ce qui voudrait dire que les informations restent relativement similaires, alors que l'overlap est beaucoup moins important avec les données de la TEP-FET, ce qui voudrait dire que ces informations sont plutôt complémentaires et qu'on a tout intérêt à prendre les informations de la TEP-FET en compte pour planifier le champ de la radiothérapie. Ici, vous avez donc une illustration, ici pour montrer un exemple d'informations, on va dire, similaires entre les différentes séquences d'IRM, alors que ici, on voit que en rouge, c'est les données de l'IRM, alors qu'en bleu, ce sont les données de la TEP. On voit qu'il y a des informations qui sont différentes entre les deux techniques d'imagerie et qu'on a tout intérêt à les prendre en compte pour la planification du champ de radiothérapie. J'ai une autre slide un peu plus loin sur l'intérêt de la TEP-FET dans la radiothérapie, on en reparlera. Pour ce qui est de la différenciation entre récidive et radionécrose, bien sûr, c'est une indication majeure de la TEP-FET dans la prise en charge des tumeurs gliales. Cette étude qui a porté donc sur 72 patients et qui a déterminé des cut-off, un cut-off de TBR max à 2,7 pour faire la différence entre récidive de glioblastome ou remaniement post-thérapeutique, avec une sensibilité et une spécificité comprise entre 80 et 90%. Je ne pouvais pas ne pas parler de l'intérêt de la TEP-IRM et de cette étude qui a été nouvellement publiée sur l'intérêt donc de la TEP-IRM dans la prise en charge des patients atteints de tumeurs cérébrales. Donc vous voyez qu'il y avait 50 patients avec tumeurs nouvellement diagnostiquées, 100 patients pour des suspicions de progression, et vous voyez les excellentes sensibilités, enfin performances en tout cas, de la TEP-FET, que ce soit au moment du diagnostic initial ou au moment de la récidive ou de la progression. Et vous voyez qu'on aurait même tendance à être plus performant au niveau de la progression. Quel impact cela peut avoir sur la stratégie thérapeutique, la réalisation donc de cette TEP-IRM à la 18-FET? Donc au niveau du diagnostic initial, ce qu'il a été montré, c'est qu'on a un changement dans la prise en charge thérapeutique chez un tiers des patients, ce qui est non négligeable, et que dans le cadre de la récidive, cette TEP-IRM induit un changement jusqu'à 50% des patients. Autre donnée que je trouvais très intéressante, c'est quelle est la contribution des modalités pour prédire le résultat. Et vous voyez qu'au moment du diagnostic initial, quelles sont les séquences, ou en tout cas, quelles sont les données qui comptent. Au moment du diagnostic initial, eh bien, c'est l'IRM avec la séquence avec injection de gadolinium et la TEP-FET, et c'est essentiellement l'analyse du TBR, en tout cas l'analyse statique. Alors qu'au niveau de la progression, les seuls paramètres qui sont vraiment très indicatifs, ce sont des paramètres de la TEP-FET et pas les paramètres de l'IRM, que ce soit sur l'analyse cinétique ou l'analyse statique. Les prochaines slides seront sur le caractère pronostique de la FET, puisque sur les dernières années, tous les papiers qui sortent sont sur ce caractère pronostique et le fait que ce sont des données qu'il faut prendre en compte pour améliorer la prise en charge des patients et faire peut-être des prises en charge personnalisées. Donc, ce premier papier, c'est sur la valeur pronostique de la TEP-FET chez les patients qui vont avoir leur traitement par radiothérapie.
Donc, ce sont des patients qui avaient une tumeur cérébrale gliale au moment du diagnostic initial, qui avaient eu une première chirurgie. Donc, c'était soit biopsie chirurgicale, soit résection plus ou moins maximaliste, et qui donc allaient après avoir leur traitement standard par radiochimiothérapie. Et ce que l'on regarde, c'est que en analyse multivariée, quels sont les facteurs prédictifs, que ce soit de survie globale et de survie sans progression. La survie sans progression, le seul facteur prédictif, en fait, c'est le volume métabolique déterminé par la TEP-FET. Vous voyez que dans tous les autres paramètres, enfin variables étudiées, aucune d'entre elles ne ressort, notamment l'IRM avec injection de gadolinium, le seul paramètre qui est prédictif de la survie sans progression, c'est le volume métabolique en TEP. Et pour la survie globale, quasiment donc tous les variables sortent, sauf l'IRM, détrôné par bien sûr notre examen, donc la TEP-FET. Ici, donc l'exemple de 2 patients. Donc chez ce patient-là, un BTV à 26 cm3 et vous voyez que la survie globale était de 13 mois. Ici, un patient qui avait un BTV à 7,8 cm3 et il était encore vivant à 31 mois de suivi. Donc, vous voyez ce caractère pronostic de la TEP-FET avant radiochimiothérapie. Pour poursuivre sur le caractère pronostic de cet examen, je vais maintenant vous parler de l'analyse dynamique, car il y a beaucoup d'études qui sortent sur l'intérêt de cette analyse négative, de cette étude dynamique. Et donc, notamment chez les patients qui sont négatifs en IRM, négatifs dans le sens où il n'y a pas des rehaussements après injection de gadolinium. On sait bien que chez ces patients-là, normalement, ça voudrait dire un grade 2 et donc des patients qui ont relativement plus bon pronostic, mais ce n'est pas du tout le cas. Et donc là, vous voyez qu'ils ont regardé la survie globale des patients. Donc, sur le graphe de gauche, c'est en fonction de l'analyse histologique, donc des grades 2, des grades 3 et des grades tout venant chez des patients qui sont IDH non mutés. Et on voit qu'on arrive en termes de survie à différencier ces 3 groupes distincts. Et sur les 2 courbes, les 2 graphes de droite, on a fait exactement la même chose avec les paramètres d'analyse de la dynamique de la TEP-FET. Donc, soit en analyse simplement visuelle, on a dit augmentation progressive, on a dit augmentation rapide puis washout, ou une courbe un peu mixte avec une augmentation progressive puis une diminution. Et on a fait exactement la même chose en valeur quantifiée, c'est-à-dire soit le Tmax est atteint à plus de 25 minutes, soit à moins de 12,5 minutes, soit entre les deux. Et ce que l'on voit, c'est qu'on arrive très bien à différencier 3 groupes de patients avec des survies totalement distinctes. Ça, c'est quel que soit le résultat de l'analyse histopathologique, et qu'on arrive très très bien à différencier ces groupes de patients. Et quand on somme les 3, nos 3 graphes, on voit que ce sont des courbes qui se matchent tout à fait. Et donc, on arrive, en tout cas avec cette analyse dynamique, à prédire la survie de nos patients. Même donc pour cette étude, même chez des patients qui ont un pronostic relativement plus sombre, puisqu'ils sont donc IDH non mutés, avec la dynamique de la FET, on arrive en fait à différencier 2 sous-groupes de patients avec des pronostics totalement différents. Donc, ici, on a 2 patients atteints de glioblastome qui sont tous les 2 IDH non mutés. Vous voyez que sur le premier patient à gauche, le Tmax est atteint à 10 minutes, ce qui est très rapide. Et vous voyez que sa survie globale était de 14 mois.
Deuxième patient, pareil, glioblastome, IDH non muté, mais là, vous voyez que le Tmax ou le time to peak est atteint beaucoup plus tardivement, à 47,5 minutes, donc quasiment à la fin de l'acquisition dynamique. Et vous voyez qu'il a une survie nettement plus longue, de 30 mois. Voici ici les courbes de survie sans progression et de survie globale donc, de ces patients, donc, qui sont tous des patients qui ont des gliomes IDH non mutés. Et vous voyez qu'en fonction de si votre time to peak, ou votre Tmax est atteint avant ou après les 25 minutes, vous avez des survies sans progression ou des survies globales qui passent globalement du simple au double. Donc, grâce à notre examen, chez des patients qui ont des pronostics relativement sombres, on arrive quand même à faire des sous-groupes de population qui vont avoir des pronostics qui vont être totalement différents. Ici, le tableau pour le résultat de l'analyse des facteurs prédictifs de survie, donc chez ces patients atteints de gliome IDH wild type, et vous voyez que au niveau de la TEP, plusieurs choses étaient analysées. Donc bien sûr le time to peak, mais il y avait le TBR max, le TBR min, la pente, le volume métabolique, et vous voyez que le seul facteur prédictif c'était le time to peak. Il y avait aussi d'autres facteurs prédictifs de meilleure survie, la résection chirurgicale complète, bien sûr, et la méthylation du promoteur MGMT. En conclusion, alors la TEP-TDM à la 18-FET, bien sûr que c'est un examen performant. Les indications de l'AMM, bien sûr, mais pas que. Maintenant, on élargit de plus en plus, notamment avec le caractère pronostique de la TEP, ce qui nous permet de pouvoir faire des prises en charge très personnalisées des patients. Tout l'intérêt de cette acquisition dynamique, l'intérêt de la TEP-IRM, bien sûr, et d'autres choses que je n'ai pas abordées, mais qui sont tout aussi importantes. Donc, pour l'imagerie des métastases cérébrales, bien sûr, on peut faire de l'imagerie d'autres tumeurs cérébrales ou même des imageries de la base du crâne. J'ai vu passer quelques études. Et l'analyse radiomique, bien sûr. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Meyer, pour cette revue de la littérature exhaustive. Alors, vous avez de nombreuses questions. Alors, je propose qu'on les segmente en deux grandes classes. La première, c'est d'abord des questions techniques. Alors, pour un retardataire, mais pas que, il y a une première question qui s'adresse au professeur Lejeune, en fait. Quelles sont les techniques d'acquisition recommandées pour la fluorodopar? Est-ce qu'il faut aussi faire cette fameuse image à 90 minutes après l'injection, ou est-ce qu'une image plus précoce suffit? Il y avait différents, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a différents types de possibles d'acquisition. Soit on fait une mode statique assez classique, assez rapide finalement, puisqu'on peut la faire dès 20 minutes, 10 à 20 minutes après l'injection, une image de 10 minutes et on a l'image. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, actuellement, le plan national, le professeur Verger qui est à Nancy et qui travaille beaucoup aussi sur la neuro-oncologie, a proposé un mode d'acquisition plutôt dynamique et qu'on essaye d'homogénéiser ce protocole d'acquisition sur le territoire français dans l'idée, comme je disais tout à l'heure, de faire une espèce de banque de données un petit peu pour si jamais des personnes veulent faire des études, on est sur partout où on fait la neuro. Parce que comme on dit, c'est pas des tumeurs hyper fréquentes, donc si on travaille chacun dans notre coin, on va pas avancer. Et donc, il propose plutôt de faire une acquisition en mode dynamique d'entre 0 et 30 minutes après l'injection. On peut en retirer une image statique de 10 à 30 minutes, entre 10 et 30 minutes, et puis on peut du coup faire, comme on l'a vu tout à l'heure, les courbes dynamiques entre 0 et 30 minutes. Donc ce point à 90 minutes, finalement, il n'a plus son utilité dans cette indication-là. Non. Ça avait été essayé à un moment au départ pour voir si ça apportait des choses, et en fait, non, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment, effectivement, 0 à 30 minutes, et puis on a les réponses que l'on souhaite. D'accord, merci beaucoup. Une question pour le Dr Meyer. En fait, la question est très technique. Comment vous segmentez la lésion pour le calcul du TBR-min? Comment on segmente la lésion? Oui, pour calculer ce fameux TBR-min. Donc, nous, on utilisait un seuil 42% du SUVmax. D'accord, 42% du submax, d'accord. Alors, toujours sur cette idée de fluorodépyridine, vous avez insisté sur finalement l'étude dynamique. L'étude dynamique qui est relativement longue, vous parlez d'une heure, de 60 minutes.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour le statique seul dans votre expérience ou on peut s'en passer dans certains cas? Alors, moi, j'ai que l'expérience de l'acquisition dynamique. Nous, en Suisse, on faisait une acquisition de 50 minutes. Je sais que dans les études, certains font une acquisition qui ne va que jusqu'à 40 minutes parce que ça change pas grand-chose, surtout que sur les cut-off, en fait, c'est classiquement jusqu'à 25 minutes. C'est vraiment la time, en tout cas pour la dynamique, qui est importante. Je sais qu'il y a certains centres qui ne font que l'analyse, enfin l'acquisition statique. Je pense, pour moi, qu'on se prive d'une information qui est importante, surtout au vu des dernières études qui sont publiées. Je suis pas sûre que ça va bien faire. C'est un message important parce que quand on a un centre TEP qui est un peu saturé, c'est une imagerie quand même qui demande au mieux de la dynamique de 30 minutes pour la fluorodopa ou de 50 minutes pour la choroïdine tyrosine. Donc, je crois que c'est une image importante. Alors, d'autres questions, mais cette fois-ci qui sont plus de l'ordre du diagnostic et des indications. Alors, la question la plus demandée, c'est une question assez surprenante, c'est pensez-vous qu'en couplant en fait ces traceurs à un radioélément de vie plus longue, notamment la fluorodopa, ça pourrait devenir un bon agent thérapeutique pour les gliomes, c'est-à-dire en d'autres termes, qui s'applique à des champs oncologiques beaucoup plus importants. Est-ce qu'on ne serait pas capable d'aller faire la thérapeutique dans les gliomes? Je ne sais pas si vous avez une expérience, au moins dans la littérature, sur ce sujet-là. La seule expérience que j'ai, moi, c'est la fluoroïdine tyrosine qui servait, c'est une équipe allemande qui avait fait ça, qui servait à localiser la lésion de manière précise. Et par chirurgie flotaxique, il y avait des dépôts locaux de traceurs alpha. Mais je n'ai pas, à ma connaissance, spécifiquement, d'utilisation de thérapeutique autre que celle-là. Vous avez une expérience de ça? Il y a le PSMA, mais ce n'est pas du tout un traceur des acides aminés, mais on sait que le PSMA fixe dans les glioblastomes, alors pas vraiment dans la cellule tumorale, mais en fait dans les néovaisseaux des tumeurs, on va dire, de haut grade. Il y a quelques grades 3, mais c'est essentiellement des grades 4. Je sais qu'il y a quelques études de cas qui ont déjà été publiées. Il y a des case reports sur la faisabilité et le fait que ça marche, lutécium PSMA, ça marche en tout cas dans les glioblastomes. Donc, on peut faire, en tout cas, le couple gallium-PSMA, lutécium-PSMA, si jamais on envisage. Il y a 2-3 papiers qui sont sortis. D'accord. Et comme la question posée sur nos traceurs qu'on vient de présenter ce soir, je pense qu'on n'a pas de réponse aujourd'hui à donner. Non, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Après, je pense qu'effectivement, comme on voit les résultats, on se dit, effectivement, si c'est la fixation de la dopa qui donne la vérité sur l'activité cellulaire, si on peut avoir d'autres traceurs, ça peut être forcément intéressant. Et on voit bien de toute façon que la chimiothérapie classique, les radiothérapies classiques, voilà, depuis 30 ans, ça n'a pas changé le pronostic, ça n'a pas changé, on fait toujours le STUC. Bon. Donc, effectivement, il faut réfléchir à d'autres approches. Dans le crânio-pharyngiome, dans le temps, ils faisaient des traitements comme ça où ils allaient déposer au niveau cérébral. Je me souviens, j'avais vu ça passer, mais c'était il y a longtemps et c'était sur le crânio-pharyngiome. Donc, c'était une tumeur bénigne, il y avait juste une tendance à récidiver. Mais on faisait des dépôts avec le neurochirurgien. Mais effectivement, moi, j'ai pas cette connaissance. Mais je pense qu'effectivement, au vu de l'absence de nouvelles thérapeutiques efficaces, ça se réfléchit. Si ça peut être d'autres traceurs, pourquoi pas? Mais ça se réfléchit. C'est une piste en tout cas. C'est une piste. D'accord. Alors, j'ai chassé l'IRM, elle revient en galop. J'ai une question, mais on l'attendait un petit peu. Pertinence de la fluorodopa versus spectro-IRM pour la radionécrose. Alors, j'ai ma petite réponse, mais est-ce que vous en avez une, Florence et Marie? Radionécrose spécifiquement. Hein. Donc, intérêt de la spectro. Pour différencier radionécrose de récurrence, c'est vrai que la spectro-IRM est proposée sur nos machines IRM depuis des années et elle continue à être là. Oui. Et vous avez clairement montré dans vos publications que les acides aminés analogues étaient très performants. Donc, sur un plan méthodo, c'est pas si simple. La spectro se fait sur certains endroits et pas sur l'ensemble de la tumeur. Là, l'intérêt de nos imageries en DOPA ou en FET, c'est qu'on a l'ensemble de la tumeur. Quand tu fais une spectro, il faut prendre un certain volume. Et donc, c'est plus long aussi à faire. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça se développe pas, parce que ça existe, la spectro. C'est effectivement, comme tu dis, c'est disponible
sur toutes les IRM. Mais peut-être que effectivement, ça s'est pas développé parce que comme c'est dans un certain volume, nous, notre intérêt, c'est qu'on voit tout le volume d'un coup. C'est pas la réponse que je fais à mes amis radiologues, c'est-à-dire qu'il faut cibler la spectro, et pour cibler la spectro, ils utilisent l'IRM. Donc, ça pense mord un peu la queue. Hein. En plus, ça sert à rien. Il faut qu'ils fassent de toute façon une TEP DOPA pour cibler. Voilà. On est d'accord. Du coup, on est d'accord de dire aussi que la TEP IRM, voilà, comme l'a dit Marie très bien, c'est effectivement une modalité d'imagerie hyper importante, je pense. Effectivement, ça pourra avancer. Et du coup, peut-être qu'on pourra faire de la spectro plus facilement parce qu'on aura directement sur la PET-MR la zone. Juste une dernière question. Alors, Marie, vous qui avez l'expérience clinique de l'acide aminé à Lausanne, est-ce qu'il y avait cette complémentarité, opposition entre la spectro-IRM et les traceurs de médecine nucléaire? Alors non. Nous, on n'avait pas cette dualité-là. Il faut dire que nous, on était très placés en seconde intention, surtout quand il y avait une discordance entre la clinique et l'IRM ou qu'on était assez surpris par les résultats de l'IRM. Et on faisait quand même assez confiance à la TEP quand on la faisait, et on faisait très confiance à l'acquisition dynamique. Je crois que le message est bien passé, Marie, je crois. Alors, j'ai une dernière question, parce que je vois M. Bettencourt qui réapparaît, donc ça veut dire que le temps nous est compté, effectivement. Il nous reste 1 minute. Une question qui est, quelles sont les places respectives de la fluoroéthyltyrosine et la fluorodopa? Alors, je ne sais pas si, ayant pratiqué des traceurs différents, Florence et Marie, vous avez une réponse? Moi, personnellement, je n'ai jamais fait de fluoroéthyltyrosine, donc je n'ai pas du tout d'expérience. Je ne sais pas, Marie, tu as fait les deux, toi, ou... Moi, je n'ai pas fait de FDOPA, donc ça va nous être très dur de répondre. Alors, je suis allé creuser la littérature. Ouais. J'ai dû remonter jusqu'en, je crois que c'était en 2014, dans le journal Nucléaire Médecine, où il y a une comparaison directe. Alors attention, c'est très modeste, hein, c'était 27 patients, fluorodopa versus acide aminé. Il y avait 5 lésions primaires et 22 récurrences. Et en fait, les performances sur cette petite série étaient les mêmes. Le SUV était légèrement plus élevé pour la FET complexe fluorodopa. Et j'ai repris un peu les méta-analyses. Il semblerait qu'il n'y ait pas aujourd'hui de grands facteurs dissociants dans ces indications qu'on vient d'énumérer. Donc, on ne peut pas vous répondre de manière formelle à cette question. Après, Pierre, c'est pas surprenant parce que la référence c'était la méthionine, marquée au carbone 11. Et puis, quand les traceurs fluoriques sous la FET ou la DOPA sont sortis, ils ont été comparés dans les mêmes groupes de patients avec la méthionine et ça montrait exactement les mêmes performances. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait même, grosso modo, les mêmes performances. Alors, c'était la conclusion de l'avis de la commission de transparence de juillet 2016 en disant que ça amenait un service, ça c'est le cas rendu, était à peu près le même. Donc, après, il faut vraiment se faire l'image. Donc, il y a cette idée que la fluoroéthyltyrosine a un meilleur contraste, mais vous avez vu qu'il y a des avantages avec une zone de référence en DOPA. Donc, on ne tranchera pas ce soir. On retient que ces deux traceurs sont très performants. Et on retient que la dynamique, c'est quand même un vrai plus, Marie, on l'a bien compris. Mais Florence nous a aussi dit que la dynamique. C'est aussi un vrai plus et il faut le faire pour la DOPA aussi. En plus, le travail sur le plan national, c'est vraiment intéressant. On n'y échappera pas. Donc, avant de rendre la parole à Daniel Bettencourt, je voudrais encore remercier d'abord nos deux oratrices qui, à mon avis, ont fait un tour d'horizon de ces deux nouveaux traceurs qui sont à disposition désormais des médecins nucléaires, dans des indications qui sont quotidiennes et qui vont du diagnostic jusqu'au suivi thérapeutique. Et merci à Curium de nous avoir permis de nous réunir ce soir autour de cette thématique. Merci. Merci beaucoup également. Je vous remercie beaucoup. C'était vraiment des topos très, très intéressants. Donc, effectivement, on a bien retenu la partie dynamique à mettre en avant. En ce qui concerne la FET, réfléchissons de manière très active à pouvoir la mettre en production sur le territoire français. Hein. Jusqu'à présent, elle était produite en Autriche via Yazone. Curium a racheté Yazone le 1er juin 2021. Et donc, on est en train de réfléchir à partir de Bordeaux, de notre site bordelais, à pouvoir la mettre en production et donc
pouvoir à la fois faire les tests, à la fois soumettre l'ensemble des lots pour avoir les autorisations nécessaires et après un déploiement sur l'ensemble du territoire et français et européen. Voilà, donc on vous tient au courant. Je vous remercie beaucoup Florence, Marie, Pierre de cette animation. C'était très très intéressant, notamment au niveau aussi des indications qui sont quand même très nombreuses aussi. Voilà, merci beaucoup. Donc vous pouvez retrouver le replay sur le site internet Curium Pharma. À bientôt pour un nouveau webinaire en 2022 et bonne fête de fin d'année. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir.